Bonjour à vous tous et vous toutes. Je m'appelle Jake Lamotta-Granato, je suis responsable des communications au bureau du coroner. Nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse au cours de laquelle la coroner maître Jeanne Kamel présentera les conclusions de son enquête publique portant sur le décès de Mme Joyce Echaquan, survenue au centre hospitalier régional de Lanaudière le 28 septembre 2020. Elle présentera également ses recommandations afin d'éviter de tels décès dans le futur. Une période de questions suivra. Puis, sans plus tarder, je cède la parole à Maître Kamel. Alors, avant de débuter, je veux vous présenter mes deux acolytes qui ont été avec moi tout au cours des audiences. Maître Julie Roberge, qui a été procureur aux audiences, et Maître Dave Kimpton, qui était également procureur aux audiences. Normalement, je serais accompagnée aussi du docteur Jacques Ramsey, mais il est dans un chalet, je crois, quelque part au Québec, donc en vacances bien méritées. Il y aura, vous allez voir mon allocution, je vais devoir la lire tranquillement. Ceux qui ont participé aux audiences, vous êtes habitués. Il y a une interprétation en simultané actuellement qui sera traduite du français à l'Atikamekw. Alors, le débit est un peu plus court, un peu plus lent. Mais c'est vraiment pour que les gens des communautés puissent bien saisir l'allocution. Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être présents ce matin. D'emblée, je tiens à réitérer mes plus sincères condoléances à la famille de Mme Echaquan et à les remercier pour leur précieuse collaboration. Je me présente, je suis Maître Jeanne Kamel, avocate et coroner désignée pour faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant le décès de Mme Joyce Echaquan, survenu le 28 septembre 2020 au Centre hospitalier régional de Lanaudière. Les audiences publiques se sont tenues du 13 mai au 2 juin 2021, comportaient un volet factuel ainsi qu'un volet recommandation, lors duquel j'ai pu entendre des témoins qui sont venus non seulement proposer des pistes de solutions pour éviter que la situation ne se reproduise, mais également m'éclairer quant aux différents aspects de la situation des communautés autochtones et plus particulièrement sur la situation des Autochtones face au réseau de la santé québécois. J'ai été accompagnée par le coroner et médecin Jacques Ramsey, qui a agi à titre d'assesseur lors de ces deux volets. Je dois avouer en toute sincérité que cette enquête publique ainsi que certains témoignages m'ont ébranlé sur le plan humain. Le processus que nous avons entrepris le 13 mai dernier était difficile, mais nécessaire. Nous avions le devoir de faire la lumière sur cette mort afin qu'elle ne soit pas vaine et que la famille de Mme Echaquan, sa communauté et la société puissent avoir les réponses qu'elle mérite d'obtenir. Pour ce faire, nous devions remettre en question, analyser, sous-peser et décortiquer les faits dans leur menu détail, en gardant à l'esprit que nous pouvons faire une différence. J'avais, et j'ai toujours l'intime conviction, que c'est ce que chacun de nous aurait souhaité s'il s'agissait d'un membre de sa propre famille. Voilà ce qui m'a guidé tout au long des audiences et la rédaction du rapport de cette enquête publique, dont je vous présente aujourd'hui mes recommandations. Le 30 septembre 2021, mon rapport a été transmis aux parties intéressées ainsi qu'aux organismes visés par mes recommandations. Le même jour, nous apprenions que le rapport était entre les mains de certains médias. Le 1er octobre 2021, nous avons pris la décision de le diffuser pour demeurer maître du message. L'intention a toujours été de laisser le temps aux parties d'en prendre connaissance avant la diffusion qui devait se faire aujourd'hui. Puisque vous avez déjà le rapport entre les mains et que vous avez pu prendre connaissance du volet factuel de façon exhaustive, je vais décrire sommairement les faits et profiter de l'occasion privilégiée que présente cette conférence de presse pour expliquer ma démarche et ce qui a mené aux recommandations que j'ai formulées dans mon rapport d'enquête. Je serai ensuite disponible pour répondre à vos questions. Par ailleurs, je n'accorderai pas d'autres entrevues dans les prochains jours. Les faits. Madame Echaquan était une femme de 37 ans, mère de 7 enfants desquels elle était très fière. Elle est décrite par son conjoint et sa famille comme une mère aimante, une personne croyante et dévouée à sa communauté.
Elle était connue pour des antécédents médicaux importants, dont notamment du diabète et une cardiomyopathie non ischémique sévère entraînant une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection particulièrement basse, c'est-à-dire une capacité du cœur à éjecter un certain pourcentage du sang présent dans sa cavité. La prise en charge par le centre hospitalier de Lanaudière. Madame Echaquan a été hospitalisée au centre hospitalier de Lanaudière entre le 26 septembre 2020 en soirée et le 28 septembre 2020 en début d'après-midi, lorsque son décès est constaté. L'expertise du Dr Alain Vadeboncoeur, urgentiste à l'Institut de cardiologie de Montréal, a notamment permis de déterminer la trajectoire du séjour médical et de préciser la cause du décès de Mme Echaquan. Le 26 septembre 2020, vers 23 heures, Mme Echaquan arrive en ambulance au centre hospitalier de Lanaudière. Son diagnostic d'admission est une anémie microcytaire récemment exacerbée et une douleur épigastrique de cause inconnue. Une référence est faite au gastro-entérologue de garde qui prescrit une colonoscopie le lendemain et Mme Echaquan est gardée en observation. Le 27 septembre 2020, Mme Echaquan présente des signes d'agitation. On évoque un possible sevrage aux narcotiques et au cannabis sans qu'une réelle consommation précédant l'épisode puisse être démontrée. Dans le but de préciser s'il y a effectivement un possible trouble lié à la consommation ou à un sevrage, une requête de consultation est envoyée au Centre de réadaptation en dépendance de Joliette. Cette évaluation conclura que les symptômes décrits par Mme Echaquan sont sans lien avec un sevrage physique d'opioïdes et de stimulants. Le 28 septembre, vers 10 heures, Mme Echaquan présente de l'agitation et un inconfort généralisé. Elle reçoit 1 mg d'activant. Par la suite, elle reste agitée, crie et fait une chute avec un impact crânien probable. Le médecin prescrit une dose d'aldol 5 mg intramusculaire et si l'aldol est non efficace, des contentions. Mme Echaquan est changée de civière et se retrouve dans un cubicule. On lui administre l'aldol à 10h25. Elle fait à nouveau une chute. On procède alors à la pose de contention, d'abord aux 4 membres, avant d'installer la ceinture abdominale. Une surveillance étroite nécessaire lorsqu'une mesure de contrôle est appliquée est prescrite. Toutefois, les préposés aux bénéficiaires ne sont pas en mesure de l'effectuer. La candidate à l'exercice de la profession d'infirmière, la CP, effectue donc une surveillance visuelle par la fenêtre du cubicule jusqu'à 11h35, heure à laquelle l'état de Mme Echaquan se dégrade. À 11h45, les signes vitaux sont faibles. Un transfert en salle de réanimation est demandé, ce qui est finalement fait à 11h56. À 11h58, le moniteur cardiaque indique une asystolie. Les manœuvres de réanimation sont débutées, mais en vain. Le décès est constaté à 12h44 par le médecin. Mes constats. Plus de 44 témoins factuels ont été entendus. Lors du témoignage du personnel soignant, des versions divergentes et parfois contradictoires ont été relatées. C'est dans ce contexte bien particulier que j'ai dû baser mes observations. Dès son arrivée au centre hospitalier de Lanaudière, Mme Echaquan est rapidement étiquetée comme narcodépendante et sur la base de ce préjugé, il en découle que ses appels à l'aide ne seront malheureusement pas pris au sérieux. Cette étiquette la suivra tout au long de son séjour et guidera les actions du personnel soignant jusqu'à son décès. La preuve entendue en cours d'audience a par ailleurs démontré que Mme Echaquan ne consommait que les narcotiques dûment prescrits et dont la quantité est insuffisante pour créer une dépendance. Au moment de son admission à l'urgence, aucun bilan comparatif des médicaments n'a été complété, ce qui aurait été un outil de travail essentiel pour permettre à l'équipe traitante de bien se documenter quant à la pharmacologie de Mme Echaquan et pour agir en conséquence. Parmi les lacunes observées dans la prise en charge de Mme Echaquan,
notons le manque d'attention aux palpitations cardiaques décrites par la patiente, à la différence notable entre le poids enregistré lors de son admission versus celui qui a été noté le lendemain, ainsi qu'aux tremblements et aux étourdissements qui ont mené aux chutes, lesquelles ont pourtant été attribuées au fait que la patiente était théâtrale. Rappelons que la politique sur l'application exceptionnelle des mesures de contrôle, adoptée le 28 janvier 2019 par l'établissement, prévoit notamment que les substances chimiques, les contentions et l'isolement ne doivent être envisagés qu'à titre de mesure de contrôle et en dernier recours seulement. Dans le cas de Mme Echaquan, nous constatons qu'elle a été contentionnée mécaniquement, chimiquement et isolée sans surveillance constante. À aucun moment, on n'a offert de mesures alternatives pour soulager les craintes de Mme Echaquan, telles que le recours, ici tellement évident et simple, à un membre de la communauté Atikamekw pour rester au chevet de Mme Echaquan. Or, jamais cette idée d'un accompagnement culturel n'a traversé l'esprit d'un quelconque membre de la communauté soignante de l'hôpital, cela malgré la disponibilité et la présence en bonne et due forme d'une agent de liaison autochtone. Ce faisant, le choix de la contention, requise supposément par Mme Echaquan elle-même, ce qui me semble aberrant, n'était certainement pas une solution optimale dans les circonstances. Mme Echaquan a de toute évidence reçu l'étiquette de patiente difficile. C'est un préjugé qui était déjà présent lors de son hospitalisation précédente en août 2020, où elle a été qualifiée de manipulatrice et qui est malheureusement demeuré ancré dans l'esprit de plusieurs membres du personnel lors de son hospitalisation en septembre 2020. De son côté, la voisine de civière de Mme Echaquan dit avoir été aux premières loges pour constater le manque d'humanité de certains préposés et infirmières. Pour ce témoin, la prise en charge est tout simplement dénuée d'empathie et elle ne comprend pas pourquoi les infirmières se moquent de Mme Echaquan. Lors des audiences, ce témoignage crucial a permis de bien camper comment la dispensation des soins peut se faire selon 2 poids, 2 mesures, en fonction de l'origine du patient et de l'étiquette qu'on lui appose. Selon le personnel entendu durant les audiences, le comportement de Mme Echaquan avant son transfert préoccupe, voire effraie les autres patients à proximité. C'est pourquoi on choisit de l'isoler. Après son transfert vers 10h27, Mme Echaquan diffuse sa vidéo en direct sur Facebook. L'infirmière et la préposée aux bénéficiaires qui ont été enregistrés ont toutes deux nié avoir des préjugés raciaux. Quelques rares personnes se sont risquées à nous témoigner des événements ou des propos tenus à l'égard de la communauté Atikamekw. Il y a fort à parier que si cela n'avait pas été de la captation vidéo, cet événement n'aurait jamais été porté à l'attention du public et Mme Echaquan n'aurait jamais été entendue. Cette seule possibilité qu'un décès puisse être occulté, faute de preuves matérielles, donne froid dans le dos. À la suite de l'événement où Mme Echaquan s'est filmée, il est jugé nécessaire d'appliquer la prescription ordonnée au préalable pour placer Mme Echaquan sous contention physique, en plus de la contention chimique. Par la suite, la fille de Mme Echaquan se présente à son chevet et utilise son téléphone pour filmer sa mère, inerte, couchée en décubitus dorsal sur sa civière, en lui parlant en langue atikamekw. Près d'1 minute après le début de la vidéo, on voit la CP se rendre au chevet de Mme Echaquan. Elle prend les signes vitaux, puis annonce à la fille de Mme Echaquan qu'elle doit faire un appel pour la transférer en salle de réanimation. L'expert y concourt aussi. Mme Echaquan est alors en coma avancé, lequel nécessitait sans tarder des soins énergiques. La CPI a fait appel à la médecin à plusieurs reprises et aux prises avec une situation critique à laquelle elle n'est pas préparée à faire face. Cette situation démontre malheureusement à quel point la CPI a été laissée à elle-même
et que les chances de survie de Mme Echaquan s'amenuisaient minute par minute. C'est finalement une préposée aux bénéficiaires d'expérience qui prendra l'initiative de forcer le transfert à la salle de réanimation. À ses yeux, Mme Echaquan se trouvait dans une situation critique. La CPI n'avait vraisemblablement pas suffisamment d'expérience clinique pour comprendre les risques en jeu quant au protocole de contention. Ce n'est pas le cas toutefois de l'infirmière d'expérience qui a fait l'injection. Celle-ci n'a pas fait montre de prudence. Peut-on penser que le comportement de Mme Echaquan avait alors omnibulé son jugement? Sans aucun doute. Les commentaires entendus lors de l'enregistrement donnent à penser que cela a vraisemblablement été le cas. La CPI a admis que les notes médicales indiquant l'état de Mme Echaquan avaient été inscrites tardivement, qu'elles portaient à confusion et que la surveillance s'est faite à travers de la vitre du cubicule, faute de temps. Tout au long de son hospitalisation de septembre 2020, les notes médicales ne reflèteront pas la situation réelle. La CPI est par ailleurs la seule membre du personnel à avoir admis cette lacune majeure quant à la tenue de dossier. La situation clinique aurait pu être réversible si une surveillance accrue par une infirmière d'expérience avait été mise en place ou à défaut un transfert plus rapide en salle de réanimation avait été fait. Si une évaluation par le médecin responsable des hospitalisations en médecine de famille avait été faite en adoptant une approche différente avant d'autoriser un nouveau calmant. Si une surveillance de la mesure de contrôle avait été mise en place comme prescrit, si une reconnaissance précoce de son état précaire avait été détectée, si un protocole était existant pour le lancement précoce d'un code bleu, si une correction précoce des sources d'instabilité avait été prise en compte et si un monitoring cardiaque et une saturométrie avaient été installés. L'autopsie et le rapport de l'expert Dr Vadeboncoeur suggèrent que Mme Echaquan est décédée d'un œdème pulmonaire. L'autopsie a en effet révélé que le cœur était volumineux et ses ventricules étaient dilatés, suggérant une malfonction cardiaque. Ceci est en accord avec l'histoire médicale de Mme Echaquan, qui comprend des épisodes d'insuffisance cardiaque qui fluctuent dans le temps. Enfin, la pathologiste note des poumons engorgés et très pesants, suggérant que la défaillance cardiaque pourrait être à l'origine du décès. D'autres facteurs pourraient avoir été en cause, entre autres l'hypotension occasionnée par l'injection de l'aldol, ainsi que les contentions qui ont retenu Mme Echaquan clouée contre sa civière sans possibilité de se redresser. Un geste naturel lorsqu'il y a accumulation d'eau sur les poumons. La présence de liquide dans les alvéoles pulmonaires peut être responsable d'une diminution de la qualité des échanges gazeux, entraînant des difficultés respiratoires importantes. Les analyses toxicologiques ont révélé certaines substances, toutes à un seuil thérapeutique. Le 7 janvier 2021, je requérais une analyse supplémentaire pour contextualiser la prise d'aldol. La concentration retrouvée dans le sang était aussi à un niveau dit thérapeutique. Mme Echaquan est décédée des suites d'un œdème pulmonaire, provoqué par un choc cardiogénique dans un contexte de cœur malade associé à des manœuvres possiblement délétères telles que le maintien en décubitus dorsal sous contention sans surveillance adéquate. Le racisme et les préjugés auxquels Mme Echaquan a fait face ont certainement été contributifs à son décès. Il s'agit d'un décès accidentel, mais un décès qui aurait pu être évité. Pour le personnel, lors des audiences, plusieurs employés ont relaté la surcharge de travail en nommant notamment la disparité entre l'urgence du centre hospitalier de Lanaudière et celle de l'hôpital Pierre-Legardeur. Cette disparité est réelle et bien documentée. À cet effet, un premier cri d'alarme est sonné le 12 août 2020. Le 29 octobre 2020, les représentants syndicaux de la FIC ont à nouveau sonné un cri d'alarme en réitérant notamment que les ratios professionnels de soins patients de l'urgence sont inadéquats. Ces demandes sont restées lettres mortes sous le règne de l'ancien président-directeur général. Par ailleurs, le jour du décès de Mme Echaquan, le taux d'occupation de l'urgence est de 112 % à 8 heures et de 127 % à 11 heures,
ce qui n'est pas inhabituel pour les urgences du Québec. La question des CIPI a été largement discutée lors des audiences. Selon les règles de soins infirmiers du CIS de Lanaudière, adoptées en juillet 2018, les CIPI formés au collégial ne peuvent exercer à l'urgence. La direction a accepté de les ramener en 2019, comptant sur les infirmières d'expérience pour soutenir et former leurs jeunes collègues. Cependant, les CIPI sont considérés comme des infirmières à part entière dans la planification du personnel de ce service qui accueille fréquemment des patients instables. C'est donc dire que cette solution a été créée pour faire face à la pénurie de personnel, mais a également engendré des risques importants pour les patients séjournant à l'urgence du centre hospitalier de Lanaudière. La formation et la rencontre de l'autre. Une partie des témoins entendus du centre hospitalier ont affirmé que leur milieu de travail était exempt de racisme ou même de commentaires désobligeants. Quelques-uns se sont risqués à la thèse contraire, affirmant avoir entendu des préjugés clairs visant la communauté atikamekw. Questionné sur la formation obligatoire de 3 heures sur la culture autochtone et qui a débuté après le décès de Mme Echaquan, les employés ont affirmé ne pas avoir tiré d'enseignements particuliers et que cela n'était pas aidant dans leur pratique quotidienne. Lutter contre le racisme et les préjugés commence par s'ouvrir à l'autre communauté. J'estime que c'était là la base de la formation de 3 heures offerte aux employés. Une agente de liaison autochtone de la nation atikamekw était également à l'emploi de l'hôpital au moment des événements. Étonnamment, très peu d'employés la connaissaient et personne au sein de l'établissement ne l'avait prise sous son aile pour contribuer à son intégration. Le jour du décès de Mme Echaquan, elle est mise au courant de la situation par un membre de la communauté. Et malgré sa carte de l'hôpital l'identifiant comme agente de liaison, elle se voit refuser l'accès à l'urgence. Force est de reconnaître que ce poste a été donné pour donner bonne conscience aux CIS, mais n'a définitivement été exploité à son plein potentiel. Le CIS a reconnu que l'agent de liaison avait été laissé en plan et s'est engagé à embaucher 2 agents de liaison en sécurisation culturelle. Un de ces postes a déjà été pourvu et l'autre est toujours à combler. Ce 2e poste sera occupé par une personne de la communauté de Manawan afin d'offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le réel défi sera d'impliquer ces agents de liaison et de leur faire une place au sein de l'établissement. Il faudra une véritable reddition de comptes pour rassurer la communauté atikamekw à propos de la démarche de réconciliation. En septembre 2019, le rapport de la Commission vient, soit la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics a été déposé. Ce rapport énonçait certains appels à l'action s'adressant directement au CIS de Lanaudière, notamment le manque de services ambulatoires d'urgence pour Manawan. La pandémie est arrivée quelques mois après le rapport de la Commission vient, donc la communauté et le CIS de Lanaudière n'ont pas eu l'opportunité de mettre en place des solutions pour répondre aux appels à l'action du rapport. Cependant, le CIS de Lanaudière avait déjà répondu à certains appels à l'action de la Commission, dont le transport préhospitalier pour Manawan qui a été mis en place, ce qui était une priorité pour la communauté. Les dirigeants de l'hôpital sont conscients du fossé qui s'est créé. La nouvelle présidente directrice générale a elle-même reconnu que les écarts entre ce qui est véhiculé et ce qui est vécu sont un monde en soi. On retient que le CIS de Lanaudière doit prendre des mesures pour déconstruire les préjugés et éradiquer la discrimination. Chaque individu a donc une responsabilité personnelle et des remises en question à faire. Le personnel du centre hospitalier est dévoué et cette implication est sentie et reconnue. Reconnaître avoir des préjugés ne fait pas en sorte de diminuer le professionnalisme des employés. Au contraire, c'est lorsque le problème n'est pas reconnu que le professionnalisme est remis en cause. Comme il a été énoncé par certains témoins factuels et par des témoins du volet recommandations, des préjugés et des biais à l'égard de la communauté autochtone existent au centre hospitalier de Lanaudière.
Ces préjugés ne semblent malheureusement pas exclusifs à ce centre hospitalier. Ils semblent exister partout dans le réseau de la santé et des services sociaux au Québec. Madame Annette Brown, professeure et chercheuse universitaire distinguée à l'Université de la Colombie-Britannique, ayant à son crédit plus d'une centaine de publications traitant notamment de santé autochtone, a exposé que les différentes commissions d'enquête ou rapports des autorités publiques survenus au cours des 30 dernières décennies, des 3 dernières, j'ai dit 30 dernières, mais c'est 3, il ne faut pas exagérer, indiquent clairement que la population de toute province ou de tout territoire est affectée par le racisme systémique. Parce que le système de santé est souvent un point de convergence. Le cas de racisme individuel et systémique y sont nombreux. Cette discrimination est documentée et il est temps d'exiger un leadership fort pour mettre en place des stratégies et des politiques de manière constructive et non accusatrice. L'embauche d'une personne à Atikamekw à titre de président-directeur général adjoint est un premier pas important vers cette réconciliation. L'approche d'ouverture de la nouvelle PDG est une indéniable source d'espoir pour la communauté Atikamekw et la population de Lanaudière en général. La sécurisation culturelle est l'une des pistes de réflexion fournies par de nombreux témoins, dont le Dr Stanley Volant. Pourtant, il a estimé qu'il fallait aller au-delà de ce concept, c'est-à-dire respecter la culture et les différences, mais aussi apprendre la communauté et à comprendre l'autre indépendamment de sa culture et de son origine. La directrice des Affaires autochtones du ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué lors des audiences que la sécurisation culturelle est clairement une priorité gouvernementale et sectorielle. Elle a d'ailleurs présenté ce plan global d'implantation de ce concept dans le réseau de la santé pour 2020-2025, un plan qui aurait timidement débuté en 2018, mais dont les travaux ont été plus significatifs à compter de novembre 2020. Au sein du ministère, les personnes désignées responsables des dossiers autochtones à travers le Québec ont, dans la forte majorité des cas, plusieurs autres dossiers à leur charge. Cela étant dit, les travaux du ministère sont par ailleurs nécessairement un gage d'espoir. Ce plan montre plusieurs similitudes avec le principe de Joyce, proposé par la nation Atikamekw, sans pour autant nommer le principe ou l'adopter. Ce faisant, le plan du ministère vise la mise en place d'un plan qui s'accompagne d'un financement de 15 millions afin d'implanter la sécurisation culturelle d'ici 2025 dans tous les milieux de santé. Les 5 actions prévues d'ici 2025 sont la mise en place d'une formation continue, l'accompagnement des établissements du réseau, la création de postes d'agents de liaison et de navigateurs de services et la révision du régime d'examen des plaintes. Dans les jours qui ont suivi le décès de Mme Echaquan, le Québec a vécu une onde de choc et les questions sur le racisme systémique ont été soulevées. C'est dire l'inconfort de la population quant aux soins qui sont administrés à la communauté Atikamekw. Il est donc de mon devoir, à titre de coroner, de faire tout ce qui est en mon devoir pour éviter qu'un membre de la communauté autochtone ou de toute autre origine reçoivent des soins tels que ceux offerts à Mme Echaquan. Mme Echaquan n'est malheureusement pas la seule à vivre cette situation-là. Des membres de la communauté, dont le frère de Mme Echaquan, ont exprimé des craintes de même nature en raison d'expériences passées qui étaient similaires. L'heure n'est plus au bilan. Nous avons été témoins d'une mort inacceptable et nous devons faire en sorte qu'elle ne soit pas vaine et que nous aurons appris comme société de ce tragique événement. Il est désormais inacceptable que de larges pans de notre société ni une réelle réalité aussi bien documentée. La Commission bien avant ce décès, avait appelé à la réconciliation et avait fait des mises en garde quant aux craintes exprimées par la communauté Atikamekw à l'égard du centre hospitalier de Lanaudière. Le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, M. Constant Awashish, le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, M. Paul-Émile Ottawa,
et le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, M. Ghislain Picard, nous ont rappelé l'importance de semer un terreau fertile pour bâtir des ponts durables. Bien que des actions aient été entreprises par le gouvernement pour rétablir cette nécessaire communication, la reconnaissance d'une disparité de traitement est fondamentale, voire vitale pour travailler dans un esprit de confiance. Force est de constater que la voie de réconciliation est un chemin long et ardu. Des efforts sont d'autant plus nécessaires que les conclusions de cette enquête indiquent que Mme Echaquan a bel et bien été ostracisée, que son décès est directement relié aux soins obtenus lors de son hospitalisation en septembre 2020 et que sa mort aurait pu être évitée. Le courage des mots visant à pacifier nos rapports à l'autre est crucial. Il faut avoir une ferme volonté de nommer sans faire de cosmétique autour d'un principe pourtant si limpide. Le droit à tous à la bienveillance et à vivre dans une société libre et démocratique en ayant l'espoir que tout être humain mérite les mêmes services avec dignité et respect et surtout mérite de vivre. Mes recommandations pour éviter que d'autres décès ne se reproduisent dans un contexte semblable et pour protéger la vie humaine, je recommande que le gouvernement québécois reconnaisse l'existence du racisme systémique au sein de nos institutions et prenne l'engagement de contribuer à son élimination. Que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière s'assure d'intégrer efficacement l'agent de liaison de Manawan au sein de l'établissement, notamment en l'impliquant auprès des équipes de soins. S'assure d'un mécanisme de collaboration entre le dispensaire de Manawan et l'urgence du centre hospitalier de la Naudière afin que les informations médicales concernant le patient soient transmises en temps réel. S'assure que les notes au dossier médical reflètent la réalité de la prise en charge d'un patient. Revoit ses ratios infirmières et préposés aux bénéficiaires en fonction des normes reconnues au niveau provincial afin d'offrir des services sécuritaires à la population. Applique un modèle de gestion de l'urgence basé sur les principes directeurs du guide de gestion de l'urgence. Maintiennent une formation périodique quant au code d'éthique de l'établissement, aux mesures de contention, à la surveillance des patients à la suite d'une chute et à la tenue de dossier. Mettre en place rapidement une formation et des activités d'inclusion de la culture autochtone qui soient concertées avec la communauté de Manawan. Perfectionne le modèle des dyades infirmières et infirmières auxiliaires et s'assure que chacune comprenne bien son rôle. Au Collège des médecins du Québec, qu'il revoie la qualité des actes médicaux de la médecin responsable des hospitalisations en médecine familiale et de la résidente en gastrologie qui ont prodigué les soins à Mme Echaquan lors de son hospitalisation en septembre 2020. À l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qu'ils examinent la qualité des services des infirmières qui ont prodigué des soins à Mme Echaquan lors de son hospitalisation du 26 au 28 septembre 2020. Qu'ils revoient les pratiques d'intégration des candidates à l'exercice de la profession infirmière de niveau collégial dans les urgences des milieux hospitaliers à l'échelle de la province. Que le ministère de l'Enseignement supérieur, pour ses établissements d'enseignement collégial et universitaire, qui forment des médecins, des infirmières et des infirmières auxiliaires, inscrivent au cursus scolaire une formation portant sur les soins aux patients autochtones qui prennent en considération les réalités des communautés autochtones. Établissent avec les communautés autochtones une plus grande offre de stages, tant pour les infirmières que pour les résidents en médecine. L'ensemble de ces recommandations sont importantes. Elles forment un tout et il faut les lire dans leur ensemble. Elles ne devraient pas induire au lecteur que l'une est plus importante que l'autre. Évidemment, les recommandations dites institutionnelles ont souvent des ramifications et une portée plus large, et par souci logique, j'ai tenté de les identifier d'emblée pour aider à comprendre le narratif des recommandations. En conclusion, le rôle du coroner est d'identifier les causes probables de décès
et les circonstances ayant entouré ce décès. Dès les premières minutes de sa prise en charge au 6 de la Naudière, Mme Echaquan a été infantilisée et étiquetée comme narcodépendante. Les soins offerts à Mme Echaquan ont été teintés de préjugés conscients ou inconscients. Certains ont tenu des mots durs à son endroit, d'autres ont été des témoins silencieux et certains ont cautionné en n'agissant tout simplement pas. Mon rôle n'est pas de débattre d'enjeux politiques. Mon rôle est d'établir des circonstances à partir des faits. Et bien que cela puisse être difficile à entendre, c'est un système empreint de préjugés et de biais qui a contribué à ne pas prendre la situation au sérieux. Le racisme systémique ne prétend pas que chaque individu qui compose ce système est raciste. Il évoque plutôt que le système, soit par les préjugés qui sont tolérés, soit par des actes répréhensibles, soit par son inaction, contribue à banaliser et à marginaliser les communautés autochtones. Une fois mes constats faits et mes recommandations transmises aux différents ministères et organismes, c'est à eux de décider s'ils saisiront l'opportunité d'un dialogue et d'un changement notoire à cette nécessaire rencontre de l'autre. Au début de cette enquête, je n'avais qu'une seule certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble et à accueillir les différences comme une richesse collective. Ces différences culturelles sont des joyaux qui devraient être salués par nous tous qui vivons ensemble au Québec. Je continue de croire, et je l'ai aussi dit à maintes reprises, que la valeur d'un être humain ne réside ni dans sa condition sociale, ni dans sa nationalité. Nous, et je m'inclus, devrions tous être animés par ce désir de voir cette société suffisamment ouverte pour amorcer un dialogue. Est-ce utopique? J'espère sincèrement que non. Merci à vous tous pour votre attention. Je serai maintenant prête à prendre vos questions. Merci beaucoup, Maître Kamel. Donc, nous allons maintenant procéder à la période des questions qui portent uniquement sur le sujet de la conférence de presse. Les réponses aux questions vont être en français uniquement. Si toutefois vous souhaitez poser des questions en anglais, il n'y a pas de problème, mais sachez que la réponse sera en français. Nous allons débuter avec les questions des journalistes qui sont présents dans la salle et nous prendrons ensuite les questions des gens qui assistent en virtuel. Je demanderai donc aux journalistes de se nommer puis d'identifier le média que vous représentez. Oui, bonjour, Maître Kamel, Charelle Traversy pour TVA Nouvelles. Vous parlez d'un rapport, vous souhaitez qu'il fasse la différence, que c'est inacceptable qu'on nie une telle réalité en parlant de racisme systémique, de préjugés. Vous avez des recommandations très, très claires envers le gouvernement québécois, mais à ce stade-ci, en ce moment, le gouvernement Legault ne reconnaît toujours pas l'existence du racisme systémique. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? En fait, je ne commenterai pas les décisions du gouvernement. Vous savez, le coroner, sa préoccupation, c'est de faire des recommandations, c'est de rechercher la vérité puis de protéger la vie humaine. Si vous me posez la question, moi, en tant que coroner, est-ce que j'ai l'impression qu'il y a eu du racisme systémique en ce qui concerne Mme Joyce Echaquan? La réponse est oui, c'est indéniable. La situation, dès la première minute où elle est entrée au centre hospitalier, déjà, on a mis une étiquette sur Mme Echaquan. Puis pourquoi cette situation-là, on la décrit comme étant systémique? C'est quand on a des acteurs qui ne réagissent pas. Puis le meilleur exemple, puis c'est probablement l'exemple qui m'a le plus frappé ou qui m'a le plus perturbé pendant les audiences, c'est quand une chef de service est mise au courant de la fameuse vidéo qui circule, puis que sa préoccupation, c'est de rassurer l'infirmière et qu'elle n'est pas suspendue sur le champ, cette infirmière-là. Ça me fait dire que le système contribue à banaliser ce type de propos-là. Pour le reste, je n'irai pas sur la joute politique. On a des gens qui ont été élus, qui prendront leurs décisions en conséquence. Tout ce que j'espère, c'est que mon rapport sera une invitation à une discussion et à une réconciliation auprès des communautés autochtones.
Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Je reviens sur la première recommandation. D'une part, le premier ministre a dit que la semaine dernière, il avait peut-être manqué un peu de délicatesse avec tout ce qui entourait la première journée de réconciliation et de vérité. Et d'autre part, aujourd'hui, le chef du Parti québécois dit que vous avez dépassé votre champ de compétences, que vous n'avez pas à dire au gouvernement quoi penser et quoi décider pour la société québécoise, que votre jugement ne devrait pas être sociétal. Vous réagissez comment? En fait, je ne répondrai pas directement aux propos qui ont été tenus par le monsieur du Parti québécois. Je vais répondre à l'ensemble de la société. Ce que je me rends compte au cours des dernières semaines ou derniers mois ou dernières années, le rôle du coroner est malheureusement peut-être pas bien connu. S'il n'y avait pas des coroners qui émettaient des recommandations à l'ensemble de la société, le cellulaire au volant serait toujours en vigueur. Les piscines résidentielles, on n'aurait pas émis de réglementation en ce qui les concerne. Le camionnage au Québec, la formation des camionneurs, on n'aurait pas émis de réglementation. C'est tout à fait le rôle du coroner de regarder une situation précise et d'émettre des recommandations pour la protection de la vie humaine. À partir de la situation de Mme Echaquan ou de la situation d'un individu, c'est tout à fait notre rôle de regarder cette situation-là et de l'élargir à l'ensemble de la société pour que plus jamais un décès survienne de cette nature-là. Est-ce qu'on a un suivi ou pas du tout? Est-ce que c'est une question, un suivi? Oui, allez-y, oui. Okay. En suivi, j'aimerais revenir sur l'organisation des soins. Vous l'avez touché rapidement tantôt. Il y avait une différence épouvantable entre ce qui se passait à Joliette et ce qui se passe à Lagardère, un hôpital beaucoup plus gros, beaucoup plus important, entre guillemets. Comment vous voyez la suite des choses? Parce que c'est ça aussi de la Naudière, mais ça peut se reproduire n'importe où dans toutes les régions du Québec. Comment on fait? Est-ce qu'on fait des ratios nationaux? Est-ce qu'on dicte à la tête une organisation à tout le monde? Comment on peut s'en sortir pour offrir des soins égaux? Bien, en fait, ces ratios-là existent déjà. Là. On appelle, dans le ministère, là, au ministère, ces ratios-là sont très bien connus. C'est les ratios de Philippe Voyer. Fait que quand on s'y colle, on s'assure, en fait, de donner une prestation sécuritaire à l'ensemble des patients. Bonjour, M. Kamel, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Je sais que vous ne vouliez pas vous embarquer sur le terrain politique, avec raison d'ailleurs, parce que ce n'est pas votre rôle. Mais la question que je me pose, c'est les recommandations que vous formulez. La première est de reconnaître l'existence du racisme systémique. À défaut de reconnaître l'existence du racisme systémique, puisque c'est ce que l'on voit, est-ce que la situation peut s'améliorer? En fait, je vais vous dire que si je n'avais pas l'espoir que la situation puisse s'améliorer, je pense que je remettrais ma carte de coroner immédiatement. Je suis une grande utopique dans la vie et je pense que ce rapport-là sera un nécessaire rendez-vous entre les communautés autochtones et le gouvernement. Je le souhaite, j'y crois sincèrement. J'ai entendu dans les derniers jours là, la sémantique qu'il y a autour du mot systémique. Là. Dans ce cas-ci, on est dans une preuve réelle que le système a échoué. On a banalisé à ce point la situation que Mme Echaquan en est décédée. Mais utilisez le mot que vous voudrez. Là. Si c'est pour nous rapprocher, faisons-le. N'hésitons pas à faire les premiers pas qu'on appelle institutionnels, qu'on l'appellera comme on voudra. Moi, je voudrais pas tant qu'on s'accroche sur les mots que le fait de rater un rendez-vous important et historique. À ce moment-là, en suivi, toujours sur la même question, la reconnaissance de l'existence du racisme systémique, à ce moment-là, vous ne le voyez pas comme étant un obstacle à régler les problèmes ou un incontournable à toute fin pratique? Je vais vous dire, pour la seule raison pour laquelle je le vois comme un incontournable, puis je le dis en tout respect pour la famille et pour les communautés autochtones,
Vous savez, quand il y a une blessure à ce point profonde qu'on a besoin d'identifier et de nommer des mots, je pense qu'actuellement, c'est ce qui est demandé et je pense que c'est le souhait qui est fait, qu'on soit capable de nommer des mots. De nommer qu'il y a du racisme systémique ne fait pas en sorte que tous les Québécois sont racistes. Je voudrais tellement qu'on sorte de cette dualité ou qu'on arrête de polariser le fait qu'il y a des communautés autochtones ou qu'il y a des communautés d'origine ethnique versus les Québécois. Nous sommes une seule et même grande nation. Alors, pourquoi c'est écrit noir sur blanc dans mon rapport racisme systémique? Je vous le répète, c'est parce que dans le cas de Mme Echaquan, c'est exactement ce qui s'est passé. Puis le jour où on sera capable de nommer le mot et dire c'est ce qui est arrivé dans cette situation-là, elle n'est pas la seule à avoir vécu ça, bien, je pense que de l'identifier, on aura fait un grand pas. Puis peut-être que j'aimerais vous dire que c'est la première recommandation là, qui est écrite dans mon rapport, mais arrêtez, s'il vous plaît, de la relayer comme étant la principale et la recommandation. Je sais que ça vous intéresse particulièrement, c'est une recommandation importante, mais elle est tout aussi importante que d'avoir suffisamment de personnel sur le plancher pour donner des soins aux patients. Là. Il faut vraiment le voir comme un tout. Bonjour, Maître Kamel. Anaïs Telboujdani avec Nouveau Info. Vous avez entendu 44 témoins factuels. Vous l'avez dit en ouverture que ça a été, sur le plan personnel, difficile, que vous avez été ébranlé. Je voulais savoir, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en écrivant ce rapport-là? Ah, c'est pas gentil de m'amener là. Je suis désolée. Ce qui a été plus difficile, c'est d'avoir sa fille, sa famille, d'imaginer que les derniers moments passés auprès de sa maman, ça a été pour la réconforter en Atikamekw. Puis qu'il faut que la vie continue. C'est probablement ce qui a été le plus troublant. La vie doit continuer. Puis, sincèrement, j'espère que ce qu'on retiendra de cette grande enquête, c'est que Joyce, par sa mort, nous a laissé un héritage extrêmement important. Il serait extrêmement triste que son décès ait fait en sorte qu'on n'ait rien compris. Si j'avais un seul appel à faire, c'est comme société, pouvons-nous, s'il vous plaît, au nom de son conjoint, pour ses enfants, pour cette nation autochtone, faire en sorte de se tendre la main. Si on avait compris, ne serait-ce que ça de mon rapport, je vais sortir d'ici comme grandi. Merci, puis désolée de vous avoir amené là. Posez plus de questions, là. Allez vous asseoir. J'ai une sous-question. J'aimerais juste clarifier la nuance dans le rapport. Vous dites que son décès est accidentel, pourtant, il y a plusieurs éléments que vous montrez du doigt comme étant sinon pas la cause, ce qui a apporté ou ce qui a amené ce décès-là qui est évitable. Donc, je voulais juste comprendre la nuance entre, oui, c'est accidentel, mais en même temps, il y a quand même plein de choses qui ont été faites toutes croches. En fait, pour les coronaires, on a 3 vocables dans la façon de décrire un rapport. La mort est soit naturelle, la mort est soit un homicide, donc une mort violente, ou soit c'est un décès accidentel. Dans le cas de Mme Echaquan, c'est évidemment pas une mort naturelle puisqu'elle n'a pas reçu les soins auxquels elle aurait dû recevoir.
si elle avait reçu les soins en temps réel, puis qu'on avait fait une trajectoire de soins qui se serait tenue, en fait, si tous les soins avaient été donnés comme ils auraient dû être donnés, puis elle était décédée d'une maladie cardiaque, ça aurait été une mort naturelle, ce qui n'est pas son cas. On ne peut pas dire que c'est une mort violente, puis on ne peut pas dire que c'est un homicide, puisque, comme vous le savez, là, la Sûreté du Québec a pris le dossier, aucune accusation criminelle n'a été portée. Là. Donc, on ne peut pas parler d'homicide ou de mort violente. C'est pour ça que dans notre vocable, on appelle ça un décès accidentel. Ça veut dire que ça n'aurait pas dû arriver, c'est un accident. C'est pas chic comme terme, mais c'est celui qui décrit le mieux la situation. Oui, Justin Oui. Taché. Je travaille à SOCAM, Société de communication Atikamek-Montagnais. Peut-être pour commencer, j'ai pas de mots. J'ai beaucoup de collège, beaucoup de peine par rapport à ton rapport, ce que je savais déjà, ce qui est arrivé. Mais ma question est, depuis 1960, peut-être plus bas, je ne sais même pas jusqu'où je peux remonter dans le temps, dans le passé, il y a eu beaucoup de rapports, il y a eu beaucoup de commissions, il y a eu beaucoup de recommandations. Ça a toujours été mis sur la table, toujours oublié, quand on parle des Autochtones. Aujourd'hui, vous avez vos recommandations, le rapport, on le connaît tous. Quelle est la force de ce rapport-là? Est-ce qu'enfin, on peut voir un changement à quelque part face à nous, nos Autochtones, ce qu'on vit, là? On vient d'apprendre à Québec qu'il y a du racisme dans un dépanneur. Ça n'arrêtera pas. Puis ça continue, que gomme, j'en tremble. Je pense qu'on est tanné. On est écœuré de vivre ça. On veut du changement. Puis moi, ma question par rapport au gouvernement, je sais que vous l'avez dit que c'est difficile pour le gouvernement de reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Parce qu'on a besoin de ce système-là pour qu'on puisse continuer à vivre. Quelle est la force de ton rapport par rapport aux autres rapports qui ont été sortis? J'aimerais ça vous dire que mon rapport, c'est l'équivalent de Superman, là, mais mon rapport, ce sont des recommandations. Je dirais que la seule peut-être distinction, l'espoir que j'ai, c'est qu'il y a une espèce d'éveil collectif. En tout cas, je sens ça. Je veux y croire qu'il y a un éveil collectif, puis que Joyce a fait en sorte que ça a été un électrochoc pour nous tous. De voir une femme mourir sur son lit d'hôpital, se filmer comme étant son dernier message à cette société, j'espère que chacun de nous, pas simplement le gouvernement, mais chacun de nous partira d'ici en se disant, j'ai un examen de conscience à faire, la première chose, puis la deuxième, il est temps que je tende la main. Oui, bonjour. Julia Page, à CBC. Je comprends que je vais poser la question en français. Désolée de cogner sur le même clou, là, mais ça fait suite quand même un petit peu à la question à mon collègue. Je voulais savoir, dans votre carrière, est-ce que c'est arrivé souvent que vous aviez fait des recommandations claires, puis que le jour même, le gouvernement avait ouvertement dit non, on ne prendra pas cette recommandation-là, sans même avoir vraiment pris du recul pour l'analyser. Donc, je parle évidemment de la recommandation sur le racisme systémique, parce que j'essaie d'imaginer une autre situation. Vous parliez des ceintures au volant quand on est en auto. J'imagine mal le gouvernement dire, non, c'est pas quelque chose qui nous intéresse, puis voilà. Donc, c'est ça ma question. En ce moment, si vous pouviez lire dans ma tête, il y a un super beau film qui est en train de se passer, là, mais je ne commenterai pas la position du gouvernement. Moi, je pense que les gens qui nous gouvernent, puis c'est la même chose pour les partis d'opposition, les gens qui se lancent en politique, je considère que ce sont des gens qui sont intelligents, puis qui vont saisir l'occasion de prendre ce rapport-là comme un rendez-vous qu'il ne faut pas rater.
Bonjour, Jessica Nadeau, Le Devoir. Pendant le cours des audiences, il y a eu des critiques à votre endroit, l'effet que vous étiez biaisé. Aujourd'hui, est-ce que, quand vous déposez votre rapport, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu des biais d'une façon ou d'une autre dans ce rapport? En fait, non. J'ai la certitude d'une chose, c'est que mon rapport est heureusement toujours collé sur des faits. Pendant les audiences publiques, je crois avoir fait le point là-dessus. Peut-être que c'est nécessaire de rappeler que humainement, j'ai eu des impatiences pendant mes audiences publiques. Je l'ai dit ouvertement, c'est pas quelque chose pour laquelle je me cache. Puis il faut avoir assez d'humilité pour reconnaître que humainement, parfois, on est percuté par ce qu'on entend. Mais une fois ça dit, le rapport de bout en bout, puis je pense que vous l'avez lu là, de manière exhaustive, rien dans mon rapport n'apporte à ce que mon devoir d'indépendance ou de neutralité ait pu être mis en cause. Ce sont des faits, puis mon rapport a été écrit à partir de faits. Pourtant, quand on lit les mots racisme systémique, ça peut donner lieu à une interprétation politique et justement biaisée dans la mesure où c'est ce que la famille demande. En fait, indépendamment de ce que la famille demande, là, puis indépendamment du débat politique qu'il y a actuellement, demandez-moi si je serais venue aux mêmes conclusions si j'avais fait ce rapport-là il y a 2 ans. Je serais arrivée exactement aux mêmes conclusions. Dès le moment où un médecin rencontre Mme Echaquan, ça c'est quand même aberrant, là, rencontre Mme Echaquan, puis écrit dans son dossier médical, j'ai parlé avec le conjoint me dit que Madame a des problèmes de consommation, alors que c'est complètement faux, qu'on écrit dans un dossier médical que Mme Echaquan a 7 enfants, alors que c'est aucunement pertinent avec la raison pour laquelle elle se retrouve à l'hôpital. Ce sont des biais qui se sont collés uns sur les autres par plusieurs membres du personnel. Alors, le rendez-vous actuellement ou le débat qui se joue sur la place publique actuellement concerne le racisme systémique, mais ce rapport-là aurait pu être écrit 2 ans avant, puis les mêmes termes y auraient été écrits. Merci beaucoup. Oui. Chouchane Bacon à PTN. Ma première question, c'est est-ce que le rapport va être traduit en atikamekw? Oui. Ah bien, merci de poser la question. Il est d'ailleurs disponible à partir d'aujourd'hui en atikamekw. OK. Où? À partir d'aujourd'hui, hein? Dans votre bureau, mettons? À votre bureau? Ah, il faut qu'il soit déposé sur le site Web. Ah, sur votre site. OK. Deuxième question. La suspension de l'infirmière Adier la semaine dernière pour 1 an, est-elle adéquate selon vous? Ah, mon Dieu, je ne commenterai certainement pas ça. C'est un bel essai, là. C'est ce qu'on appelle une passe sur la POC, mais je ne commenterai pas ça. C'est hors de ma juridiction. Okay. Est-ce que je peux poser une 3e question? Certainement. Est-ce que Joyce Echaquan a changé votre vie? Est-ce que Joyce Echaquan a changé votre vie? Vous passez la main avec votre collègue, là. Qui ça? Non? Quand j'ai terminé mon enquête publique, vous savez, moi, chacune des personnes défuntes, ça fait plus de 500 dossiers là, que je fais depuis que je suis coroner. Chaque défunt m'accompagne. Chacun. Vous allez me dire que je suis ésotérique, que je suis peut-être un peu trop spirituelle dans la vie. Mais heureusement que je sens qu'il m'accompagne parce que c'est ce qui me permet d'avancer puis de croire. D'ailleurs, c'est peut-être le seul biais qu'un coroner a, puis je pense que c'est tous les coroners, je parle en mon nom et je parle au nom de tous les coroners. Probablement, le seul biais que les coroners ont, c'est cette relation privilégiée avec nos défunts, où on peut entrer dans leur vie et parler en leur nom. La situation de Joyce, ce qui m'a particulièrement ébranlée, c'est de me dire, est-ce que vraiment, en 2021, au Québec, on peut vivre ce genre de situation-là? Est-ce qu'en 2021, au Québec, on peut laisser quelqu'un mourir
parce que cette personne-là est considérée au même niveau qu'un animal. C'est dur ce que je dis là, mais c'est ce qui m'a habité longtemps. C'est ce qui m'a habité longtemps, puis c'est probablement ce qui va m'habiter encore longtemps. Je souhaiterais tellement que ce décès-là, puis tout à l'heure, je m'en venais en voiture, puis j'ai eu la chance d'être conduite, fait que je pouvais juste me concentrer sur le ciel. Puis j'ai dit à mon chauffeur, les nuages viennent de s'éclaircir. Puis Joyce est en train d'ouvrir la voie à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Shkamadan. Miigwech. Pour répondre à votre première question concernant la traduction du rapport, il sera déposé sur notre site Web probablement au courant de la journée, donc soit dans le calendrier des enquêtes publiques ou sinon dans le communiqué directement aussi. Sinon, vous pouvez m'envoyer un courriel si vous souhaitez que je vous l'envoie directement. Bonjour, Simon Nakanechny, CBC. C'est quoi votre message aux gens qui écoutent et qui peut-être, des citoyens peut-être qui nient l'existence d'un système, du racisme systémique dans le système de santé et dans les institutions? C'est quoi votre message après avoir entendu toute la preuve et ce que vous avez écrit dans le rapport aux gens qui nient toujours que ce système de raciste systémique existe? Mais en fait, je leur dirais deux choses. La première, bien que les médias vous fassiez un travail extraordinaire, je les inviterais à lire le rapport dans son entièreté. C'est un peu difficile de nier des faits quand ils sont devant nous. C'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai le goût d'inviter la population à arrêter de se polariser. Arrêtez de dire il y a eux, il y a nous. Il y a nous, tout simplement. Déjà, c'est un premier pas. Puis, tu sais, il y a des gens obtus, mais je pense qu'il y a une plus grande majorité de Québécois et Québécoises qui sont ouverts à la différence et à la diversité. Puis, je pense qu'on est à un point de rencontre avec les nations autochtones où on ne pourra pas revenir en arrière. Mais il y aura toujours des gens qui auront cette pensée que l'autre est un étranger, puis l'autre fait peur, puis l'autre est dérangeant. Mais allez à la rencontre. Prenez ce risque d'aller parler à quelqu'un d'une autre origine, notamment des nations autochtones, puis vous allez voir à quel point ces gens sont accueillants, ouverts et résilients. Et vous dites dans le rapport que Mme Echaquan a été étiquetée comme narcodépendante, qu'elle était une patiente difficile vue par le personnel et que selon les témoins, des membres du personnel soignant étaient même soulagés qu'elle était morte parce que on dirait que pour eux c'était plus facile. Pensez-vous que si Mme Echaquan était une femme blanche, elle serait vivante aujourd'hui? Je pense que oui. Merci. Merci à vous. Marie-Laure Josselin, Espace Autochtone. Vous avez dit que ça a été difficile, je reviens là-dessus. Est-ce que vous pensez, vous dites que c'est un rendez-vous historique, vous avez vu déjà, par exemple, l'Ordre des médecins, on a vu, enfin l'Ordre des infirmières, le Collège des médecins, le CIS aussi. Est-ce que vous avez déjà l'impression que le rendez-vous, il a commencé? Oui. Moi, je vais vous dire que quand j'ai entendu Mme Poupard, puis j'ai un bon sixième sens pour les grands êtres humains. Quand j'ai entendu Mme Poupard en audience, j'ai senti réellement un désir de réconciliation avec la communauté de Manawan. J'ai l'impression que les recommandations vont être bien accueillies par le CIS, puis ils vont mettre les mains à la pâte. J'ai cette impression-là. Quand vous parlez de polarisation, que vous dites qu'il faut éviter la polarisation, est-ce que vous l'avez ressenti, vos procureurs? Si on a senti... Cette polarisation de la société?
Ben, en fait, moi personnellement, je la sens ou je la lis au travers vous, au travers les médias. Mais dans mon quotidien, est-ce que je la ressens? Non. Merci. Mais moi, j'ai tendance à vivre dans un monde de licorne, fait que je suis pas une bonne référence, là. Donc, s'il n'y a plus de questions pour les gens qui sont présents, on va passer à la période de questions pour les gens qui sont en virtuel. Donc, pour les gens qui sont en virtuel, vous pouvez, s'il vous plaît, si vous désirez poser une question, signaler votre intention en cliquant sur la fonctionnalité « Lever la main », puis je vais pouvoir activer votre micro. Puis la même chose, si vous pouvez vous identifier, puis identifier le média que vous représentez. Est-ce que les gens virtuels, vous m'entendez bien? Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main sur le... Donc, on va débuter avec M. Kevin Doherty. Vous pouvez activer votre micro. Non? Oui. Monsieur Doherty, vous pouvez activer votre micro si vous avez une question. C'est vrai. Vous me dites que votre micro ne fonctionne pas. Si vous voulez poser votre question dans le chat, dans la conversation, c'est ça. Mon procureur me rappelle à quel point j'aime la technologie. Pendant que vous écrivez votre question, on veut peut-être passer, on va essayer avec M. Clifford Blais. Vous devriez être en mesure d'activer votre micro. Oui, bonjour, Dr. Kamel. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, M. Blais. Pardon, je vous ai dit journaliste, mais voilà, on m'informe que vous n'êtes pas journaliste. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Bon, écoutez, je suis médecin de famille. J'ai lu votre rapport. J'étais très content de voir que vous démontrez qu'il existe un racisme systémique dans certaines de nos institutions. Maintenant, vous avez pris la peine de spécifier les contentions ayant pu causer l'édème pulmonaire. Vous recommandez qu'on évalue la qualité des soins du résident en gastro-entérologie et du médecin de famille responsable de l'hospitalisation, mais il reste que la prescription de la colonoscopie et de la préparation de la colonoscopie qui est de boire 4 litres d'eau qui ont commencé à 20h39 la veille du décès est sûrement, selon mon simple opinion de médecin, un facteur contributif à avoir causé un édème pulmonaire. Alors, je me demande pourquoi on n'a pas soulevé le point, tant qu'elle est dans les détails, Pardon, M. Blais. De aldol, effectivement, qui a causé une hypotension. Est-ce que vous nous entendez? Disons que la personne qui a prescrit la colonoscopie, qu'on peut se poser la question pourquoi on faisait ça comme examen de dépistage, là, quand on a d'autres moyens de vérifier s'il y a une perte de sang dans les intestins. Pardon, M. Blais, est-ce que vous nous entendez? Monsieur Blais, on se connaît très bien, moi et M. Blais. Monsieur Blais, en fait, la conférence, puis on a exclu des gens qui viennent de la population parce qu'on a aussi des questions de la population. La conférence de presse est exclusive aux journalistes. Puis en fait, vous n'aviez pas une question, là, on est en train de regarder le dossier médical de Mme Echaquan. Mais si vous avez quelque chose de particulier, parce qu'on se reverra de toute façon dans le dossier des CHSLD, ça me fera plaisir de vous y répondre personnellement. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc,
Je redis, s'il vous plaît, vous nommez, puis nommez le média dont vous représentez. On peut peut-être réessayer, en fait. Oui, donc M. Doherty me pose une question. M. Doherty, est-ce que vous pouvez me dire pour quel média vous travaillez? Bon, pendant qu'on règle le problème, M. Doherty, puis avant que, parce que je sais que vous allez commencer à quitter pour aller faire vos points de presse, moi, je tenais à remercier particulièrement là, les journalistes qui nous ont suivis en cours d'audience. Vous avez fait toute la couverture là, pendant les audiences, puis je vous l'ai dit quand j'ai terminé mes audiences, mais je tiens à vous le réitérer. C'est une relation assez particulière qu'on a développée avec vous, puis votre professionnalisme, là, je ne peux que vous en remercier. C'est grâce à vous si la population est au courant, puis sans vous, ça serait impossible d'informer l'ensemble de la population. Monsieur O'Doherty, je vous ai laissé quand même 2 minutes pour vous revenir. Il me dit que bon, le média qu'il représente donc est Hype Politique. Je vous lis sa question. Sans nommer la personne, si quelqu'un dit qu'il y a des racistes au Québec, il faut éliminer le racisme. Est-ce que cette approche est adéquate? Il faut que j'élimine les racistes? Je vous relis sa question. Okay. Sans nommer la personne, si quelqu'un dit qu'il y a des racistes au Québec, il faut éliminer le racisme. Est-ce que cette approche est adéquate? Bien, en fait, c'est certain. En fait, pour moi, dans la question, il y a sa réponse. Là. S'il y a du racisme au Québec, il faut aller à la base, puis il faut éliminer le racisme. Là, je ne sais pas quoi dire d'autre. D'accord. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je ne sais pas si dans la salle, est-ce que d'autres personnes souhaitaient poser des questions ou si ça va pour... Merci beaucoup. Comme j'ai dit à la fin de chacune de mes audiences, allez en paix. Bye-bye.